Poti et bienvenue dans cet épisode consacré à Rabelais et plus particulièrement à son œuvre Gargantua. Cet épisode fait partie de la série qui évoque les contextes historiques, culturels des œuvres étudiées au programme et aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement à la genèse et les circonstances de publication de l'œuvre de Rabelais. Alors en complément de cet épisode, vous trouverez l'infographie qui l'accompagne et qui vous permettra de suivre le contenu de l'épisode ou d'une autre façon, elle vous permettra de la voir en guise de synthèse des éléments majeurs que l'on a évoqués et que vous pourrez retenir. Et tout ce que l'on va justement dire dans cet épisode pourra être utilisé comme argument, exemple que vous pourrez exploiter dans vos écrits, notamment dans la fameuse dissertation proposée lors de l'épreuve écrite. Et puis certains éléments pourront vous aider à construire le contenu de vos lectures linéaires le jour de l'oral. Alors pourquoi c'est intéressant de se pencher sur la genèse et les circonstances de publication de cette œuvre? Eh bien parce que vous allez vous rendre compte que en évoquant justement ce qui est à l'origine de l'œuvre de Rabelais, vous allez pouvoir y retrouver plusieurs ingrédients que vous-même vous allez retrouver et rencontrer au gré de vos lectures linéaires, de vos activités autour de cette œuvre. Et donc c'est toujours intéressant de voir à partir de quoi s'est inspiré un auteur pour réaliser son chef-d'œuvre. Alors, nous sommes en 1532 et plus particulièrement en août. C'est la foire de Lyon, comme chaque année. Et pendant cette foire paraît un ouvrage, un livre qui va connaître un énorme succès, un livre qualifié plutôt de puéril et grossier, et son titre est le suivant: Grande et inestimable chronique du grand et énorme géant Gargantua. Si merveilleuse d'ailleurs ces aventures qu'elle pourrait guérir les fameux goutteux, ceux qui ont la maladie de la goutte. Ce sont donc des chroniques qui apparaissent en août 1532. Et sur le même modèle de ces chroniques, publiées donc anonymement, paraît à la fin de cette même année en 1532, cette fois-ci à la foire d'automne, l'histoire du fils de Gargantua, le Pantagruel, roi des Dipsodes, par un certain maître Alcofribas Nazier, qui n'est tout autre que le pseudonyme adopté par Rabelais et qui va ensuite être l'anagramme qu'il va utiliser régulièrement tout au long de ses ouvrages. Donc vous voyez que l'origine de notre fameux ouvrage qu'on est en train d'étudier prend sa source dans une chronique anonyme publiée en août 1532. Ça y est, l'aventure de Rabelais est lancée. Et en 1533, la Sorbonne censure Pantagruel, qu'il considère comme une œuvre obscène. Donc avec l'appui de la cour, il va publier à Lyon en 1534 ou 1535, la date n'est pas certaine à 100%, on suppose sans doute à l'occasion de la foire du mois d'août, il va publier l'histoire de Gargantua, Gargantua qui n'est autre que le père de Pantagruel. Et en 1542, on a les éditions définitives des 2 histoires ou contes, comme le nomme Rabelais lui-même, et ces 2 histoires, du père et du fils, vont paraître à Lyon et elles vont être censurées par le Parlement à la demande, bien sûr, vous vous doutez de qui? Des théologiens de la Sorbonne, qui jugent toujours, au-delà d'être obscène, cette œuvre comme étant aussi dangereuse. Et puis il y a une date importante, 1545, Rabelais va obtenir un privilège énorme de la part du roi François Ier. Quel est ce privilège? Eh bien le droit d'imprimer librement ses livres pendant 10 ans. Et ce privilège d'ailleurs sera renouvelé en 1550 par Henri II, lui permettant la réimpression de ses ouvrages. Mais dans l'ensemble, on pourrait dire que Gargantua comme Pantagruel vont être de façon régulière les cibles de la censure, vont être méprisés d'ailleurs par la majorité des
dits savants et intellectuels du XVIe siècle et à l'époque, ces œuvres ne, sont pas parvenues à séduire le nombre de lecteurs que Rabelais attendait. Et ces lecteurs qu'il attendait aussi, c'était donc ce public savant et lettré, dans lequel il espérait y retrouver une forme de reconnaissance artistique, littéraire et intellectuelle. Alors ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que pendant les siècles suivants, vous vous doutez que, on va retenir avant tout la réputation de Rabelais qui passait pour être un bon vivant, qui aimait, boire et manger d'ailleurs comme ses personnages. Les classiques, vous imaginez, de par leur esprit et leur philosophie, vont rejeter entièrement l'œuvre de Rabelais et son auteur lui-même et il faudra attendre le 19e siècle, sous l'impulsion, de romantiques comme Chateaubriand, Victor Hugo, pour reconnaître et redécouvrir toute la singularité de l'œuvre rabelaisienne. Donc voilà un petit peu les circonstances, de publication et surtout, la genèse, c'est-à-dire, le fait qu'il puise dans des ressources, populaires, comme on vient de l'évoquer avec cette fameuse foire de Lyon. Alors ce qui est intéressant aussi et ce qui va vous permettre aussi d'alimenter votre réflexion aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, c'est de voir, quels sont les modèles, que Rabelais a retenus finalement pour son roman. Il va prendre, modèle à la fois, sur, une littérature écrite, mais aussi une tradition orale pour construire ces fameuses histoires. La première source d'inspiration, c'est la littérature comique. Une littérature qui s'est développée dès le Moyen Âge sous la forme de courts récits. Vous connaissez certainement, ce genre littéraire que vous avez étudié par exemple au collège, que sont les farces, ces petites pièces de théâtre, hein, comme, une très connue, La farce du maître Patelin, qui met en scène des conflits, de personnages stéréotypés. Donc il va s'inspirer, de ces farces, il va s'inspirer des sottis, qui sont des farces cette fois-ci avec un fort caractère, satirique, c'est-à-dire que l'histoire est le prétexte à élaborer, des critiques et des satires de personnes, reconnues, d'institutions et donc, cette littérature, il faut savoir qu'elle était jouée sur la place publique à l'occasion de fêtes de rue, hein, comme les carnavals, les foires et bien sûr, elle faisait, partie de la culture populaire de l'époque et Rabelais va donc s'en inspirer et vous allez, retrouver de ressorts, hein, de ce comique que certains vont qualifier, de grossier, pardon et de répétitif par instant. Mais il y a une autre forme de culture, qui va aussi, inspirer, justement Rabelais, qui ne s'enseigne pas, à l'université et c'est ça qui va déplaire aux gens de la Sorbonne, c'est, cette littérature inspirée de la culture de la fête avec le carnaval, qui, se développait aussi énormément au Moyen Âge. C'était la manifestation la plus éloquente. Lors du carnaval, chacun avait l'occasion et le droit de se prendre pour un autre. Le pauvre avait le droit de se déguiser en riche, le marchand, a le droit de se travestir, par exemple, en poète. Bref, le carnaval était par définition burlesque. Il transgresse, il renverse, les interdits, religieux, les hiérarchies sociales et on voit bien ce registre burlesque, très souvent utilisé par Rabelais, notamment dans son œuvre Gargantua. On pense par exemple au fameux passage où le frère Jean des Entomeurs défend ses vignes face à l'adversaire, hein, c'est-à-dire face, à ceux qui sont au service de Picrocole et vous avez ce détournement burlesque, d'un épisode épique, où on tourne en ridicule les gestes, les actions et les personnages. Donc on voit bien que cette influence, cette forme de culture, ce registre burlesque, Rabelais va sans cesse, le reprendre. Et puis il y a aussi cette, référence au banquet, au festin, qui, renvoie à cette culture populaire, hein, de l'époque. Ces banquets, festins, durant lesquels sous l'effet de la boisson, les langues, fourchaient, se déliaient. On avait des jurons, des blasphèmes, des calembours,
on oubliait les règles d'ailleurs de bienséance et de convenance et ces festivités se retrouvent aussi, dans les récits de Rabelais, avec ce côté, grotesque, joyeux, cette image du bien vivre, ces allusions permanentes à la bouteille, à la bonne chère, aux excréments, aux organes sexuels sont des traits significatifs du rire populaire, dont Rabelais, comme presque un marchand de foire, hein, il le dit aussi, dans son prologue, il l'explique, hein, qu'il va utiliser ce rire, ce gai savoir, dont Rabelais va nous vanter, et nous prescrire les vertus, presque thérapeutiques. C'est-à-dire qu'il faut user de cette culture populaire, s'amuser, rire en lisant pour apprendre des choses. Donc on voit bien aussi, comment il presque fait preuve d'innutrition, c'est-à-dire qu'il se nourrit de ces cultures qui remontent au Moyen Âge, de ces cultures festives, populaires. On voit donc comment, en bon humaniste, Rabelais s'est inspiré de toutes ces ressources, hein, qui remontent à la littérature médiévale, même s'il prétend justement rompre avec, ces traditions, qui l'ont précédé. On voit bien donc comment il s'inspire de cette littérature populaire, elle-même nourrie des romans, des chansons de gestes médiévaux et on peut dire que donc cette culture populaire telle qu'elle se manifeste, dans l'œuvre, de Rabelais est immanquablement, un point d'ancrage sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour effectuer vos différentes analyses et c'est peut-être sans doute, ce qui explique aussi le succès de cette œuvre avec, cette idée de s'appuyer sur, plusieurs ressources, renvoyer sur des choses, qui font à la fois, sourire mais aussi, réfléchir, et c'est ça aussi l'idéal humaniste, le rire en permanence présent, avec cette idée que, rien n'est acquis, il ne faut pas justement détenir, être sûr de croire qu'on détient une vérité, tout doit prêter à sourire avec légèreté pour mieux réfléchir et prendre, de la distance. On voit bien donc, aussi que toutes ces ressources, toutes ces influences, c'est, la traduction d'un signe de joie, d'un appel à vivre que l'on retrouve de façon récurrente dans toute son œuvre. Voilà, donc dans cet épisode, l'idée était de vous montrer, la genèse. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a pris, l'ancrage dans des chroniques anonymes, lors de cette fameuse foire de Lyon et de voir combien, justement, un auteur est forcément nourri par, ses lectures, ses connaissances, ses acquis, littéraires et intellectuels et de voir comment cette, littérature qui l'a précédée, aussi bien écrite qu'orale, a pu l'influencer et se retrouve dans certains chapitres significatifs de son œuvre. Je vous renvoie, à cet effet à l'épisode aussi, qui est consacré au parcours associé d'un Rabelais, Rire et savoir, qui, complétera, sans nul doute ce que l'on vient de dire dans cet épisode et puis d'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis.